Très heureuse de vous retrouver ce jour dont Action Femmes qui reçoit pour vous Nancy Mbouyi, présidente de l'ASBL Planning Familial et dont nous vivons. Avec elle, nous parlons de la solidarité apportée aux plus désireux. Merci de nous suivre. Née et grandie à Kinshasa, mariée et mère d'un garçon, Nancy Mbouyi est philanthrope. Détentrice d'une licence en communication sociale, option information et presse, à l'Université catholique de Kinshasa, Nancy Mbouyi a exercé dans quelques chaînes de télévision locales, dont la RTKM et Africa TV. Elle deviendra juste après attachée de presse au ministère du Budget, secrétaire particulier du directeur général adjoint de l'ONATRA, puis assistante parlementaire au Sénat de la RDC durant 3 ans. Actuellement, elle est assistante sociale au Centre public d'action sociale, CEPAS de Forest, et présidente de l'ASBL et dont nous vivons, créée dans le but d'aider la population congolaise dans le secteur de la santé et de l'environnement. Avec l'expérience acquise pendant des années comme journaliste membre du réseau des communicateurs de la population RCP, Nancy Mbouyi focalise ses actions sur la santé de la reproduction. Nancy Mbouyi, bienvenue. Merci. Dites-nous d'emblée, dans quel contexte avez-vous mis en place votre ASBL? Voilà, en fait, notre ASBL a commencé, je vais commencer par l'origine, c'était depuis 2016 que nous avons créé l'ASBL, mais au début, les objectifs étaient différents. Les objectifs d'avant, c'était beaucoup plus travailler avec les populations vulnérables. Après, on s'est dit, pourquoi pas changer, aller dans un autre terrain. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes réunis, c'était un groupe d'assistants sociaux, en fait, en Belgique, un groupe d'assistants sociaux, un groupe d'infirmiers et des juristes. Nous nous sommes rassemblés, nous avons dit qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut aider notre population, beaucoup plus les femmes et les familles, en ce qui concerne la planification familiale. Et moi, personnellement, vu que déjà ici à Kinshasa, avant que je ne parte en Europe, j'ai travaillé comme journaliste. Donc, journaliste, je faisais partie du réseau des communicateurs pour la population. Donc, c'était quand même une question qui me touchait, qui me traînait quand même à cœur. Donc, c'est comme ça qu'avec les amis, on s'est décidé, on a dit, OK, ça va, on va faire quelque chose pour aider les familles dans la planification familiale beaucoup plus. Et quels sont les objectifs poursuivis par votre ASBL finalement? Nous avons un but à caractère sanitaire, à caractère social et environnemental. Mais beaucoup plus, nous mettons l'accent beaucoup plus sur la santé. Donc, les objectifs, c'est l'accueil, l'information, l'éducation et l'accompagnement des couples, des familles, des jeunes adolescents et tout, dans tout ce qui est sexualité. On essaie un peu de parler, d'expliquer aux gens ce qu'est la sexualité pour les jeunes, par exemple. C'est que la sexualité pour les familles, les parents aussi, les couples, là, on parle beaucoup plus de la planification familiale. Nous avons aussi l'aspect juridique, parce que nous avons des avocats. L'aspect juridique, donc, pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau juridique, on a des défenseurs juridiques, on a des avocats qui essaient de voir un peu tous les problèmes juridiques qui touchent les familles et beaucoup plus aussi les problèmes liés aux violences sexuelles des femmes. Et en termes d'action, qu'avez-vous déjà entreprise jusque-là? Donc, on a commencé par certaines activités. On a d'abord vu les professionnels de sexe, parce que vraiment, dans le planning familial, on va dans tout ça. Dans les professionnels de sexe, on a été à Kawele, vers Pakadjouma. On a essayé de faire une éducation à la sexualité avec ces femmes-là. Nous savons qu'elles sont déjà professionnelles, mais il y a des moments où il y a des choses qu'elles ne connaissent pas. Donc, nous avons des médecins qui sont là pour leur expliquer comment ça se passe, pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Et nous avons essayé, et les grossesses aussi. Donc, nous avons essayé de distribuer tout ce qui est préservatif et les pilules, beaucoup plus les pilules du lendemain, pour les aider un peu à ne pas tomber enceinte et aussi à ne pas
attraper les infections sexuellement transmissibles. Et au niveau de la santé toujours, nous sommes partis dans les écoles. Nous allons dans les écoles pour aider nos jeunes filles à se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi contre les grossesses précoces. Parce que vous savez, comme tout le monde, que quand on est en 4e des humanités, 5e, 6e des humanités, et qu'on tombe enceinte, dans la plupart des cas, surtout chez nous en Afrique, vu que nous sommes dans des pays pauvres, c'est difficile pour les jeunes filles de continuer leurs études. Donc c'est fini pour elles. Alors nous, on essaie un peu de prévenir. En fait, il y en a qui sont peut-être déjà actives sexuellement, mais on essaie un peu de leur dire, ok, ça va, si vous voulez, vous ne voulez pas vous abstenir, mais voilà ce qu'il faut faire. Il faut par exemple vous préserver, il faut par exemple faire ça. Donc c'était un peu ça. Donc ce qu'on a fait, on a été dans les écoles à Ozone, dans l'ITC Ngalema. Donc on a essayé de voir aussi avec les filles. Dans l'entretemps, en fait, avec les filles, on a donné aussi quelques conseils par rapport à l'hygiène intime. Parce que l'hygiène intime aussi, pour nous, nous pensons que c'est très important pour les filles. Parce que quand on ne prend pas bien soin de soi, on risque aussi de tomber malade. Donc, il y a aussi des maladies. Donc, on a essayé de discuter avec elles. Et il y a toujours un petit truc, quelque chose qu'on essaie un peu de donner. Donc, il y avait des seaux, on leur a donné des seaux, on a appelé ça un kit menstruel. Où il y avait des serviettes hygiéniques, des protège-slips, de savon et tout pour aider les filles pendant leurs règles. Parlons un peu planning familial. Dans notre pays, particulièrement dans la capitale, à Kinshasa, on remarque quand même un taux élevé de mortalité maternelle due, entre autres, par le manque de planification familiale. Qu'est-ce qui explique cet état de choses selon vous? Mais justement, c'est pour ça que nous, on s'est dit qu'on doit vraiment prévenir ça. Parce que vous savez, quand une femme est tout le temps enceinte, quand une femme accouche tout le temps, ce qui fait que, en fait, elle diminue un peu le terme scientifique, je ne connais pas parce que je ne suis pas du domaine, mais la matrice, l'utérus s'affaiblit un peu. Ce qui fait que les prochaines fois, en fait, on peut avoir des naissances, mais quand c'est espacé, la femme, l'organisme de la femme a le temps de se reposer. Donc de se reposer, de se reconstituer. Mais dans la plupart des cas, quand l'organisme ne se reconstitue pas, ce qui fait que la femme a des difficultés et en ce moment-là, elle affaiblit aussi sa santé aussi en pâtit. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cas comme ça. Qu'est-ce qui manque justement à ces femmes pour finalement arriver à planifier leur mais c'est ça justement, moi j'ai l'impression que nous, ici chez nous, à Kinshasa, il y a le ministère de la Santé, je crois qu'il y a la planification familiale ici chez nous, mais en fait moi j'ai l'impression que c'est un peu culturel. Programme national de santé de la reproduction essentiellement. Mais moi j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose de culturel. On n'a pas vraiment tout ça chez nous. Moi je me rappelle, c'est comme ça que nous, on va dans les écoles pour parler de tout ça, pour parler de l'éducation à la vie et aussi même de la planification familiale. On commence déjà parce que moi, je me rappelle quand on était ici, en secondaire, on avait l'éducation à la vie. C'était vraiment limité. Mais dans d'autres pays, quand vous y allez, parfois, moi, je me dis, enfin, j'ai honte. Je me dis, mais pourquoi ils parlent de ça aux enfants? Mais ces enfants-là, ils ne pratiquent pas. Ils comprennent, ils se disent, non, ça, je ne dois pas faire. Et puis, parce qu'il y a des conséquences. Chez nous, on n'en parle pas. On reste comme ça. Donc, ce qui fait que la femme, elle y va sans information, sans rien. C'est comme ça qu'il y a des difficultés. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose contextuel. Le contexte est différent ici chez nous. Donc, les femmes doivent apprendre, doivent connaître ce que c'est l'éducation sexuelle. C'est vraiment très important. Il y a les femmes, mais il y a aussi les hommes. Tout à fait. Et par rapport aux hommes, qu'est-ce que vous faites exactement pour les aider aussi finalement à adhérer à cette approche? Parce qu'il faut un consentement de l'un et de l'autre. La femme peut avoir l'information, mais si l'homme ne l'a pas, c'est pour ça que je dis que nous, on a un accompagnement des familles. On travaille avec les familles. Quand une femme vient, on ne va pas refuser. Une femme, elle peut venir toute seule. Si elle dit, par exemple, qu'elle a des soucis avec son mari, on va lui dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir? Parce qu'on a aussi, avec assistance sociale, on a aussi des conseillers conjugales. On essaie de voir avec le couple quels sont les dangers. Pourquoi c'est important
de planifier les naissances. Pourquoi même c'est important de parler de sexualité? Parce que la sexualité englobe beaucoup de choses. Englobe beaucoup de choses. Parce que nous, on voit aussi l'éducation à la vie sexuelle et relationnelle. C'est là où c'est important parce que la relation entre couples, quand l'autre dit non, parce qu'on rencontre ça aussi dans les plannings familiales, la femme qui vient qui dit que mon mari, il veut toujours, il ne sait pas quand je dis non, il n'arrête pas. Ici chez nous, on dit quand une femme dit non, occupée t'es, donc elle dit non, mais après elle continue. Non. Elle dit non, mais implicitement oui. Voilà. Mais ça, maintenant, nous, en fait, on essaie de dire, quand la femme dit non, c'est-à-dire c'est non. Maintenant, si toi, tu veux continuer, essaie de parler avec elle. Pourquoi elle a dit non? Donc, c'est un peu aussi la relation dans le couple. Donc, nous, on essaie de voir ça aussi. Et ça éviterait, c'est ce qu'on dit, ça éviterait même les violences. Parce qu'il y a des violences sexuelles aussi dans les couples, il y a des violences partout. Même avec les hommes, les garçons, on essaie de leur parler. On essaie de leur parler de ça. Parce que les garçons aussi, ils grandissent avec ça. Et c'est comme ça qu'ils violent des femmes. Parce qu'ils disent non, abandai kondimanae, abandai kosa la fière. Non, ce n'est pas des fières. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête. Il faut attendre qu'elle soit prête. La même chose avec les papas. Donc on essaie de parler avec les hommes. Parce que les conséquences aussi, eux aussi, ils en subissent. Peut-être qu'eux, ils n'en subissent pas physiquement. Mais mentalement, psychologiquement, ils en subissent aussi. Parce que s'il y a des soucis dans la famille, il n'y a pas assez d'argent, il y a des enfants, ou bien la maman est malade et tout, ils en subissent aussi. Donc, on discute aussi avec les parents, des papas, en ce sens. Parlons de droits de manière générale. Quel est votre regard sur les droits des femmes en RDC? Progrès, stagnation ou recul? Alors, moi, je dirais, c'est un peu compliqué. De manière générale. De manière générale. Et aussi particulier par rapport peut-être à votre champ d'intérêt. En tout cas, je dirais un peu de progrès. Un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation, aller à l'école et tout, ça va quand même un tout petit peu. Il y a des filles qui vont à l'école, les filles qui commencent à parler, qui commencent quand même à dire des choses. On passe à la télé, on parle devant les hommes, dans les rédactions, partout. Il y a quand même des filles qui parlent. Elles brisent le silence. Oui. Et on a même vu avec le président de le gouvernement Sama Lukonde, il y a quand même 27% des femmes. Ce n'est pas assez. C'est vraiment, vraiment pas assez. Parce qu'on parle de parité. Parité, ça veut dire 50-50. Mais il y a quand même une avancée. Mais moi, je me dis que nous, les femmes, nous devons vraiment nous battre. Et pour nous battre, pour qu'on puisse avoir les 50% là, il faut qu'on travaille. Il ne faut pas seulement que les femmes soient là pour meubler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La femme, elle est belle, oui, elle est belle. La femme, elle est là pour embellir, c'est vrai. Mais elle n'a pas que ça. Elle n'a pas que ça à faire. Elle a aussi autre chose. Elle apporte quelque chose. Quand Dieu a créé la femme, il a dit à l'homme qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il lui a trouvé un être semblable. Il a dit semblable, hein? Il n'a pas dit autre chose. Donc, on est semblable. Maintenant, dans ça, il y a complémentarité. Chacun a quelque chose à jouer. Donc, nous, on n'est pas là seulement pour meubler. Et ça, moi, je dis, les filles doivent le savoir. Les filles doivent le savoir. C'est pour ça que moi, en fait, dans notre ASBEL, on fait l'éducation avec les filles. On essaie de leur dire qu'il faut étudier, qu'il faut avoir quelque chose dans la tête. Il ne faut pas dire 50% et 50% pour ne rien faire. Il faut vraiment avoir quelque chose dans la tête, se battre pour avoir ça. La journée de la femme, ce n'est pas seulement le pain. La femme, ce n'est pas seulement le pain, parce que dans les pays européens, ils ne portent pas des pains. Ils sont en pantalon, ils sont tout, mais c'est la tête qui travaille. Donc il faut que nos femmes, nous, en tant que femmes, nous puissions travailler. Parlons de ça justement, s'il faut prendre votre cas comme illustration. Comment êtes-vous arrivée à ce niveau élevé de management? Vous êtes présidente de l'ASBEL Planning Familial et dont nous vivons. Est-ce que c'est par votre force de caractère ou votre féminité vous a donné un coup de pouce? Je dirais pas ma féminité. Je dirais que, en fait, moi, j'ai déjà grandi dans une famille où on est à 5 filles et 2 garçons. Mon père ne voyait vraiment pas, je suis du Kasaï, mais mon père ne voyait pas la femme, fait de la fille et ou le garçon. Il n'y avait pas ça. On a évolué, j'ai eu la chance d'étudier et puis jusqu'à l'université, le travail, je n'ai jamais... En fait, c'est vrai que j'ai eu à rencontrer
des hommes qui vous disent non, toi tu es la femme. Mais là, je ne suis vraiment pas d'accord. Les stéréotypes. Les stéréotypes. Moi, je me dis, on discute, on parle, on essaie de voir. Ce n'est pas un combat où on doit se dire qui est plus grand, qui est plus fort. Non. C'est question de s'entendre. Qui peut faire ça, qui ne peut pas faire. Qui peut rajouter ça, qui ne peut pas le faire. C'est comme ça que nous travaillons. Même dans l'ASBEL, on a des hommes, on a des femmes. Il y a même des hommes juristes, quand ils viennent avec la loi telle, machin dit ça, le code de la famille dit ça, il dit ça. Je dis, ok, d'accord, le code de la famille dit ça, on vous laisse, vous, les hommes. Travaillez vous-même. Est-ce qu'il y aura quelque chose? Non. Ne mettez pas seulement les femmes dans le protocole. Pourquoi? Pourquoi c'est seulement les filles qui doivent accueillir les gens? Pourquoi pas les hommes? C'est comme ça que même dans les avions, il y a les stewards et tout. Donc, en fait, c'est quelque chose que moi, je me dis, on peut faire ensemble. Alors, devenir présidente, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que l'idée est venue de moi? Je ne pense pas. Mais on travaille, on est vraiment en collaboration avec les autres. Et il y a eu même vote. Il y a eu vote. Après le vote, ils se sont dit... Après l'Assemblée générale. Oui, l'Assemblée générale, ils se sont dit, ok, ça va, on vous donne la présidence, on verra. C'est un mandat de 5 ans. Si dans 5 ans, moi aussi, je ne fais pas ce qu'ils m'ont demandé de faire, je partirai, peut-être que ça sera un homme ou une autre femme, pourquoi pas. Et vous êtes à votre 40e année de mandat? C'est la première année, donc c'est pour ça que je me bats pour qu'on voit vraiment que non, c'est une femme. Ce n'est pas une femme au protocole, mais c'est une femme qui est là pour les autres, pour travailler pour les autres. Quels sont les défis que vous êtes assignés par rapport à votre ASBEL? Alors, les grands défis à relever. Moi, je me dis, nous sommes dans un pays pauvre. Mais aussi pour aider justement cette population dont la plupart est dans la pauvreté. Nous devons, moi je me dis, nous devons faire de notre mieux. Nous, en tant que ASBEL, nous venons en appui au gouvernement. C'est pour ça que je demande, je sais que là pour le moment, je suis en train de faire des plaidoyers. Je suis passée dans différents bureaux pour faire un peu de plaidoyer par rapport à la condition, par rapport à la situation que nous traversons. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons aussi un volet environnemental. Nous avons visité la dernière fois les érosions à Manenga. Nous avons vu comment les gens sont en train de souffrir. Je ne parle même pas du social. Vous avez donné des sacs de sable des sacs pour de sable. Parce que moi, je me dis, l'environnement, c'est ce qui fait l'homme. Quand un homme vit dans un bon environnement, ça montre ce qu'il sera après. Quand on vit dans un environnement sale, on tombe malade. Quand on vit dans un environnement pas bien, on est foutu, on ne pourra rien faire. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de faire des plaidoyers. Et là, vous avez parlé de défis. Vraiment, on se dit, on va essayer. C'est vrai qu'on n'est pas un gouvernement, on n'est pas le gouvernement parce que nous sommes une organisation non gouvernementale, mais on va aller, on va frapper des portes pour qu'on puisse nous donner la chance de façon à ce qu'on puisse aider nos populations. Le gouvernement a sa charge, a sa part. Mais nous aussi, en tant que ASBEL, nous avons aussi notre part de responsabilité en tant que fils de ce pays. Dans d'autres cieux, comme on dit, ce sont les ASBEL au fait, qui travaillent avec l'État. Parce que l'État est tellement grand, il y a tellement de choses. Mais dans des choses comme la planification familiale et tout, c'est pas seulement, on va pas aller seulement le ministère qui descend et tout, c'est pas le ministre. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, entre nous, on peut s'organiser pour le faire. C'est très important. Parce avec le programme dédié à la santé et de la reproduction, par exemple. Donc c'est pour ça que moi je me dis, si on essaye de nous faciliter la tâche, on pourra quand même faire quelque chose parce que nous apportons quelque chose. Moi j'ai été Quand vous dites faciliter la tâche, vous faites allusion à quoi exactement? Les tracasseries au niveau administratif. Vraiment, il y en a même pour avoir des papiers. Il faut aller, non, il faut payer ça, zonga, tout ça et tout. C'est vraiment difficile. Mais aussi, vous savez qu'il y a toujours, il y a des subsides. L'État congolais a des subsides pour les ASBEL. Mais ça part où? J'ai entendu quelqu'un me dire que, ah oui, les ASBEL, on vous donne aussi les subsides, mais vous ne travaillez pas. Mais quand quelqu'un ne travaille pas, vous donnez l'argent à quelqu'un, vous envoyez un enfant, vous lui donnez l'argent, va m'acheter du pain. Et l'enfant ne revient pas avec le pain. Qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez, il y a un contrôle. Comment vous pouvez donner l'argent à quelqu'un ou à une ASBEL, à une ONG,
Et puis vous restez là les mains croisées, vous dites, oh non, bah, ça là, quel côté? Vous êtes quand même l'État. Donc il faut avoir, il y a des organes de contrôle comme contre les ASBEL. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays aussi. Moi, je me dis, si l'État essaie de travailler aussi avec des particuliers dans ce sens-là, ça pourra avancer. Parce qu'on a vu l'expérience, on vient d'autres pays, on a vu cette expérience-là. Moi, j'ai travaillé dans un planning familial. Ce planning familial, c'est vraiment une ASBEL à part. Ça n'a rien à voir avec l'État, il y a des subsides de l'État, mais ça travaille comme pas possible. Donc c'est vraiment ça le défi que nous, on va essayer de relever pour qu'aujourd'hui, dans notre pays, on parle de planification familiale, on parle de l'environnement, des familles et vraiment en bien, positivement. Vous avez insisté sur la planification familiale, planning familial. Et une dernière question peut-être avant de finir. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler, à œuvrer dans ce secteur finalement? En fait, ce qui m'a motivée, c'est d'ailleurs, comme je vous ai dit, avant de quitter, j'étais journaliste. J'étais membre du réseau des communicateurs pour la population avec l'UNFPA. J'ai vu le contexte dans lequel le Congolais, la femme congolaise, les familles congolaises vivent. Les naissances, on ne connaît pas, il n'y a pas d'information. L'information est, je vais dire, limite par rapport à tout ce qui est planification, par rapport à la sexualité et tout. Alors, quand je me suis déplacée, je suis allée dans d'autres pays, j'ai vu que c'était vraiment la base. C'était quelque chose de très important qui se passe dans le planning familial. Parce que j'ai travaillé dans un planning familial, je me suis dit, pourquoi ne pas amener ça dans notre pays? Parce que même si on part 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a toujours le sang, comme on dit, maquiller les lits. Donc, on a toujours envie de revenir au pays pour travailler. C'est ce qui vraiment qui m'a motivée. Donc, concilier un peu de l'expérience de la Belgique, on va dire, et mon expérience d'ici, et voir dans quelle mesure on peut aider nos populations ici. Un dernier message avant de clôturer? Alors, le dernier message, c'est par rapport d'abord aux femmes, les mamans. Je dirais que la femme est un être très précieux. Ne nous limitons pas seulement à être là pour accompagner les hommes. Je dirais même à être là que pour le lit. On a beaucoup de choses à faire, on a grand chose à faire. Et, en fait, lèvons-nous, travaillons, étudions. Les mamans, envoyez les enfants à l'école pour qu'on puisse avoir des femmes fortes. Comme on a dit, le leadership féminin est très important. Aux autorités, moi je dirais merci au président de la République, au Premier ministre d'avoir pensé aux femmes. 27%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Il faut encore plus. Peut-être dans le prochain gouvernement ou dans d'autres, on pourra peut-être avoir 40-50%. Et par rapport aux ASBEL, aux ONG, moi je dirais que l'État nous soutienne. Nous avons besoin de l'État et l'État aussi a besoin de nous pour la bonne marche du pays. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Nonsi Mbouyi, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, moi aussi. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous. Nonsi Mbouyi, présidente de l'ASBEL Planning Familial et dont nous vivons, était notre invitée du jour. Avec elle, nous avons parlé de cette solidarité des autres, des uns sur les autres, mais aussi de la question de la planification familiale qui reste tout de même une question, une problématique dans notre pays, et précisément à Kinshasa. Ce sera tout pour Action Femmes. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.